En direct du Salon international de l'agriculture, depuis le stand de la coopération agricole, Sud Radio. La vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face ici en direct du Salon de l'agriculture sur le stand de la coopération agricole jusqu'à 10h avec beaucoup d'invités et un fil conducteur. Que peut-on encore faire en France aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir dans le droit fil d'ailleurs de la décision rendue hier sur l'A69 qui pose un certain nombre de questions, l'autoroute entre Toulouse et Castres. C'est ce que nous allons voir. Nous y sommes donc depuis 7 heures sur le stand de la coopération agricole avec Jean-Jacques Bourdin, la matinale. On va revenir aussi sur la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, ses propos qui étaient l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure. Nous reviendrons aussi ce midi avec Alexis Poulain et sur toutes les questions dans l'actualité qui se pose autour de l'agriculture. Vous le voyez, beaucoup de sujets et pas que d'ailleurs l'agriculture parce que ça concerne énormément nos vies dans les territoires, dans les campagnes, autour des villes, l'alimentation, c'est tout ce que nous allons aborder. Ça ne tourne plus rond dans ce pays. Qui finalement a le droit de décider de ce qui est majeur ou non en France? La justice, l'État, ceux qui entreprennent? Point d'interrogation. Parce que la décision d'arrêter l'A69, l'autoroute entre Castres et Toulouse, est un tournant historique. Au-delà du fond, pour ou contre cette autoroute. Et pour faire simple, ce projet a été déclaré d'utilité publique et confirmé dans ces termes. Utilité public. Et aujourd'hui, la justice, une rapporteuse publique, en étudiant le dossier, affirme que ce n'est pas un intérêt public majeur. C'est donc bien d'un intérêt public, mais pas majeur. Donc pas si important par rapport à notre environnement. On joue sur les mots et on joue avec nos territoires. Environnement, activité économique, emploi, qualité de vie, transport. À partir de cette décision aujourd'hui de la 69, où il y a tout de même plus de 300 millions d'engagés, on peut se poser la question, que va-t-on faire pour tous les autres projets que l'on dit structurants en France? Tout pourra être contesté aujourd'hui. Dès que l'on construit d'un côté, évidemment, on détruit d'une manière ou d'une autre de l'autre côté. Oui, il faut protéger l'environnement, mais non, on ne peut pas empêcher les populations de bâtir, de se développer, ou alors il faut renoncer à tout et retourner vivre dans les forêts. Que peut-on faire donc? Entreprendre et notamment dans nos campagnes et territoires, c'est bien le fil conducteur de cette émission. La 69, bien sûr, je viens de l'aborder, mais aussi l'agro-industrie, l'agriculture, notre consommation, les pesticides. C'est ce que l'on va voir avec plusieurs invités dans un instant, jusqu'à 10h moins le quart. Beaucoup d'invités autour de ces questions agricoles. Et puis tout à l'heure aussi, il y aura... Vous savez qu'il y a beaucoup de politiques qui sont sur le salon. Alors ici, on en a reçu énormément, bien sûr, depuis quelques jours. Nous sommes en direct. Et il y avait Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture tout à l'heure. Là, aujourd'hui, c'est Marion Maréchal qui visite à son tour le salon d'agriculture et qui sera avec nous pour répondre aussi à ces questions sur, évidemment, nos campagnes, mais pas seulement. On reviendra aussi sur l'actualité. Avec nous, Yves Puget, directeur de la rédaction d'LSA, qui nous a accompagnés toute la semaine dans ses chroniques pour son regard sur alimentation, consommation et économie. Et puis, Dominique Chargé, qui est le président de la coopération agricole, qui nous accueille ici. Bonjour. Bonjour. Et puis, on a aussi le maire de Mazamet, Olivier Fabre, qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Oui, parce qu'il y a produire n'est pas un gros mot, a dit la ministre tout à l'heure, Annie Genevard. Produire et construire. Donc, Olivier Fabre, vous avez posté une vidéo hier sur les réseaux sociaux, juste après la décision de la 69, en vous interrogeant sur la façon dont est rendue la justice, c'est cela? Alors sur la façon dont est rendue la justice, moi pas forcément, parce que certes les magistrats sont des êtres humains, donc ils ont aussi une capacité d'interprétation. Ils sont pas, personne n'est totalement objectif dans ce qu'il fait, mais ils sont quand même tenus par des textes. Et quand on lit la décision qui a été prise hier, les magistrats se sont quand même appuyés sur des textes. Et moi, ce sur quoi je mets le doigt aujourd'hui, c'est sur nos lois, sur notre réglementation, qui permettent d'en arriver à une aberration totale aujourd'hui, où on stoppe un chantier qui est fait aux 2/3, où on met 1200 salariés à la porte et où on laisse alors un chantier complet, un axe de 60 km entre une ville principale, capitale régionale et une capitale départementale. Enfin, c'est complètement fou, mais c'est permis aujourd'hui par l'empilement de nos lois.
Oui. Alors, est-ce que ça veut dire que tout est gelé et voire terminé pour la 69 ou pas? Parce que j'ai vu à l'instant que l'État va faire appel. C'est la déclaration de la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. Elle va faire appel et elle soutient cet appel. Hein. Oui, c'est encore heureux que l'État continue le combat. Et je pense que derrière l'État, il faut savoir qu'il y a toute la population du sud du Tarn, de ce territoire Castres-Mazamet, tout le tissu économique qui est extrêmement mobilisé. Donc évidemment, il faut poursuivre le combat et espérer qu'en appel, la décision sera différente. Mais rien n'est moins sûr. Et encore peut-être pas toute la population, parce que j'ai vu quand il y a eu des sondages de réaliser que finalement elle était partagée aujourd'hui, cette population. Peut-être qu'il y a une dizaine d'années elle voulait de cette autoroute. Alors certains voulaient simplement qu'on double la nationale qui existait, hein, 2 fois 2 voies. Elle est partagée en fait aujourd'hui, cette population, non ? Les enquêtes d'opinion qui ont été faites, notamment sur le territoire de Castres-Mazamet, montraient une très très large majorité pour le projet autoroutier. Et la question d'avoir un axe rapide, fluide et sécurisé entre Castres-Mazamet et Toulouse, elle se pose, on le sait, depuis une 40aine d'années. Donc là, on allait toucher à l'aboutissement de cette mobilisation. Malheureusement, on a un coup d'arrêt qui est un coup très dur porté à tout un territoire. Mais encore une fois, moi je pointe l'empilement de lois entre guillemets, soi-disant environnementales, qui sont en train de paralyser tout chantier. Vous pouvez plus rien faire, vous pouvez pas faire d'autoroute. Demain, vous pourrez pas faire la LGV entre Toulouse et Bordeaux. Et puis, si vous voulez construire une usine, vous partez pour un parcours du combattant. On connaît tout ça. On est en train de bloquer, de paralyser complètement le pays. Oui, merci Olivier Fabre. On va poursuivre la discussion avec vous, Dominique Chargé, Yves Puget. Vous connaissez en fait le sujet aussi, cette fois-ci concernant l'agriculture et l'agro-industrie. D'ailleurs, Dominique Chargé, on a eu un débat ici même avec le ministre de l'Industrie, parce qu'il y a parfois des projets qui ne peuvent plus se développer, bien sûr, sur les territoires. Hein. Absolument. On vit en fait aujourd'hui dans un monde où on oppose. Il y a un enjeu politique majeur et c'est peut-être là où il faudrait dépolitiser pour se retourner vers le sens et l'intérêt général. On oppose production et environnement. Ouais. On oppose compétitivité et transition, c'est-à-dire capacité à pouvoir produire avec la mise en œuvre des transitions. On oppose agriculture et société. On oppose à un moment où il faudrait réconcilier. Si on veut pouvoir restaurer notre souveraineté alimentaire, parce que c'est quand même un vrai sujet. Aujourd'hui, nous importons 50% des volailles que nous consommons, enfin des poulets que nous consommons dans ce pays, 50% des légumes. Nous importons en plus ces légumes de territoires qui auront moins d'avantages compétitifs, moins d'avantages que nous, qui peuvent manquer d'eau. Par exemple du Maroc, on sait que le Maroc, on importe des tomates du Maroc. L'Espagne est devenue le potager de l'Europe, donc il faut que nous puissions retrouver des capacités de production. Ouais. Mais nous devons retrouver ces capacités de production sans opposer les questions environnementales, sans opposer la question de la mise en œuvre des transitions. Aujourd'hui, elles viennent face à face, hein, ces questions, sur tous les chantiers. Yves Puget, vous me le rappeliez, il n'y a pas si longtemps, il y a un industriel dans l'agro-industrie qui a renoncé à une usine. C'est du jamais vu, c'était en Bretagne. Hein. C'était une usine Bridor après 15 ans d'appel, de contre-appel, j'ai envie de dire. Ouais. Oui, n'en déplaise à certains, pour manger du Made in France, pour soutenir l'agriculture française, il faut de l'industrie agroalimentaire. On ne mange pas que des produits bruts. Oui, manger des fruits et légumes, c'est évident, mais on mange également des produits transformés. Et puis de toute manière, il faut les transporter, il faut des routes à un moment donné. Hein. Ou alors il faut aussi des avions, il faut des lignes de chemin de fer. Quoi et par rapport au propos de la ministre, j'ai envie d'ajouter, parce qu'elle avait raison, produire n'est pas un gros mot, et je rajouterais, consommer n'est pas un gros mot non plus. Oui, et c'est vrai qu'on a connu aussi ce schéma sur les réserves d'eau, les fameuses méga bassines, qu'on aurait dû appeler tout simplement réserves d'eau des grands étangs, quoi, tout simplement. Hein. Oui, alors on l'a connu, il est surtout pas terminé. Non, nous avons besoin. Il ne pourra pas y avoir de production agricole s'il n'y a pas d'eau. Quel que soit, on a des territoires qui vont être aujourd'hui en transition et on nous dit on va faire des transitions, on va remettre des légumes. Moi je suis parfaitement d'accord avec faire des transitions pour remettre des légumes, mais pour faire des légumes il nous faudra de l'eau. Et si nous n'avons pas d'eau, il n'y aura pas de légumes. Et si nous n'avons pas effectivement non plus d'usine de transformation pour faire en sorte que cette production puisse être transformée en une alimentation, il n'y aura pas d'alimentation non plus. C'est bien une chaîne alimentaire. Mais tout ça dans le respect aussi de notre environnement. On peut comprendre ce souci de préservation de notre biodiversité et de notre environnement, Dominique Chargé. C'est ce que je vous disais à l'instant, il ne faut pas
opposé. Ouais. Nous sommes en capacité aujourd'hui de pouvoir développer notre production, c'est-à-dire produire plus et produire mieux. Nous avons des techniques. Mais ce que les agriculteurs ne comprennent pas, ce qui a été un peu les ferments de cette colère qui a monté, parce que si ce salon est aujourd'hui un peu le salon de l'apaisement, celui de la fierté, de la reconquête, ça n'est pas terminé, ça n'est pas encore descendu, jusque dans les exploitations, l'incompréhension n'a pas disparu. Ouais. Cette incompréhension, elle est née du fait que aujourd'hui dans ce pays, on interdit. Si on interdit, ça s'arrête. C'est pas l'interdiction qui change les pratiques. Ce que les agriculteurs demandent, c'est qu'on leur donne les moyens, qu'on leur donne les moyens et le temps de pouvoir mettre en œuvre ces transitions, qu'on puisse aller les accompagner, qu'on puisse leur donner de nouvelles solutions, qu'on puisse faire de la recherche, de l'innovation pour avoir de nouvelles solutions et qu'on puisse mettre en œuvre à la fois le développement de cette production, la reconquête de cette production et la mise en œuvre des transitions écologiques. On va en reparler dans quelques minutes. D'ailleurs, je recevrai un producteur sur la question des pesticides dans une vingtaine de minutes parce que c'est une question évidemment toujours existentielle dans les territoires et fondamentale. Un mot avec vous, Dominique Chargé et Yves Puget, sur les négociations commerciales. Alors, il y a eu la fameuse proposition un peu choc de Karine Le Marchand cette semaine avec des grands distributeurs. Comment appréhender ça, Yves Puget ? Comment appréhender les négociations oui, les négociations et la proposition. Bon, parce que tout ça va un peu dans le même sens quand même. La proposition, j'ai envie de dire que oui, il y a de la communication. Oui, ça peut pas faire de mal, mais c'est pas ça qui va sauver l'agriculture française. Et encore une fois, j'ai toujours un peu de mal à comprendre comment un distributeur, un magasin va forcément accepter un produit parce que le petit agriculteur est en perte, ce qui est dommage, bien évidemment, il faut le soutenir. Mais il y a quand même des contrôles. Un magasin ne peut pas mettre n'importe quel produit juste parce que le producteur est en perte. Il y a des contrôles qualité, il y a des contrôles de traçabilité, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'une émission de télévision. Oui, c'est ça. Vous avez été hors circuit, vous, dans cette proposition, Dominique Chargé, non? Alors que les coopératives sont assez présentes, plus que assez d'ailleurs, elles sont présentes à 70% de la production sur l'ensemble des territoires, non? Les coopératives, c'est 300 000 agriculteurs qui ont une relation avec une coopérative sur 400 000. 300 000 sur moins... 3 agriculteurs sur 4, les 3 quarts. 300 000 sur 400 000. On représente effectivement 60-70% de la production agricole, 50% de ce que les Français consomment. Nous sommes des entreprises, des agriculteurs et des territoires. Les agriculteurs sont ceux à qui appartiennent nos entreprises. Et effectivement, même si je peux comprendre, j'allais dire, le sens d'une initiative qui cherche à faire en sorte que lorsqu'il y a des difficultés sur certaines filières ou dans certaines, on va essayer de trouver une solution, mais ça n'est, je suis d'accord avec Yves Puget, absolument pas à la hauteur du sujet que nous devons traiter aujourd'hui. Et ça n'est surtout pas à la hauteur de la responsabilité qu'ont aujourd'hui les acteurs de la distribution dans la façon dont notre chaîne alimentaire doit être soutenue, restaurée pour devenir compétitive et produire l'alimentation. Pourtant, sur le papier, on se dit que ça va dans le bon sens, aider ceux qui sont en difficulté, qui ne peuvent plus être dans les circuits traditionnels. Yves Puget, Dominique Chargé. Je vais vous donner un sentiment un peu personnel. Je suis, comme vous, tout à fait d'accord avec le fait que l'initiative peut avoir un intérêt très ponctuel, très sporadique sur des questions d'ailleurs de difficultés d'agriculteurs ou de difficultés de filière, puisqu'il y a aussi un engagement sur les difficultés de filière. Mais il ne faudrait pas qu'à l'inverse, ce soit une opération de diversion par rapport à ce que je vous disais à l'instant, la responsabilité des distributeurs dans la valorisation de la production et le maintien de le soutien à cette chaîne alimentaire. Et il ne faudrait pas non plus que ça devienne une machine à fabriquer justement des agriculteurs en difficulté. Parce que si on ignore tout le reste pour traiter exclusivement ça, ça va fabriquer forcément ce que fabrique aujourd'hui, la façon dont se déroulent les négociations commerciales, qui sont cette année quand même particulièrement difficiles, parce que nous avons un rapport de force qui est complètement déséquilibré, parce que la négociation est délocalisée, parce que la loi n'est pas respectée. Si nous continuons comme ça, nous fabriquons des agriculteurs qui vont être en difficulté. Donc c'est une opération de diversion. Qui auront des petits espaces donc dans les grandes surfaces pour pouvoir écouler leurs produits. On ne peut pas fonctionner par espace par opération de diversion. On doit prendre le sujet avec toute la hauteur et toute l'ampleur qu'il mérite. Oui, Yves Puget. Oui, tout simplement, vous êtes directeur d'un magasin, vous avez un petit producteur de carottes à côté de chez vous, vous l'avez référencé, vous travaillez très bien avec lui, et tout à coup va débarquer dans votre magasin un producteur que vous ne connaissez pas, qui est à moins de 100 km, qui va dire je me place en rayon, au détriment peut-être du producteur qui lui fait très bien son job. C'est pas si simple, comme dit l'expression. Je ne sais pas quelle forme ça va avoir d'ailleurs dans les magasins, cet espace, sur le contrôle sanitaire également des produits qui seront là. C'est la responsabilité du directeur de magasin, du produit qui est mis en vente. Donc on ne peut pas accepter tout de suite de dire à un agriculteur, je vous crois sur parole, vous êtes en perte, venez mettre vos produits dans mes rayons. Et encore une fois, avec des fruits et légumes, comme le disait à l'instant tout à l'heure Yves Puget, on peut comprendre que ça puisse se faire en direct.
Si vous êtes avec une production de porc qu'il faut transformer en jambon, si vous êtes une production de poulet qu'il faut transformer en différents produits, comment ça va se passer? Oui. Très bien, très bonne transition. On va parler de charcuterie dans un instant justement aussi, notamment avec Christiane Lambert, la présidente de la Fédération des entreprises de charcuterie traiteurs. Et on se souvient aussi qui a été longtemps à la tête du syndicat agricole le plus puissant de France. Il est 9h20, la vérité en face en direct du Salon de l'Agriculture sur le stand de la coopération agricole. En direct du Salon international de l'agriculture depuis le stand de la coopération agricole. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Moi, je vous pose la question à 9h30 du matin. Est-ce qu'il y aura encore demain sur nos tables de la charcuterie? De la charcuterie, évidemment, de nos territoires. Je reçois Christiane Lambert, qui est présidente de la Fédération des entreprises de charcuterie traiteurs. Ancienne patronne de la FNSEA qui est avec nous. Bonjour sur Sud Radio. Bonjour. En direct ici du stand de la coopération agricole. Il y a plusieurs questions. Déjà, Christiane Lambert, je voudrais avoir votre sentiment aussi sur... Parce que là, on est beaucoup dans une thématique aujourd'hui sur finalement opposition agriculture-environnement. Ce que vous avez connu déjà depuis des années. Puisqu'on parle de porc, là, il y a aussi 2 élevages. Vous avez sans doute vu ça ces dernières semaines qui ont été attaqués encore cette semaine en Bretagne par des collectifs. Comment vous sentez les choses, vous, sur le terrain? C'est scandaleux et c'est complètement inacceptable que des violents, des groupuscules extrémistes s'en prennent à des outils. Ils sont pris non seulement à des élevages, avant c'était des intrusions, là ce sont des bombes incendiaires dans des sièges sociaux de coopératives ou de groupements de producteurs, avec un risque pour les salariés aussi, pour l'entreprise elle-même. Qu'est-ce que c'est que cette violence? On n'est pas d'accord, on brûle. Et que fait l'État? Il faut que ces groupes-là soient arrêtés et qu'on puisse produire en France. Enfin, il y a aujourd'hui beaucoup de débats très sains sur ce salon pour dire tout le monde veut manger des produits français, mais personne ne veut les bâtiments d'élevage, personne ne veut les industries, etc. On se réjouit de rapatrier une entreprise de transformation de frites. Il faut se réjouir et il faut très vite rapatrier des usines de transformation de poulets, des poulaillers aussi. Alors, dès qu'on parle de poulailler, on dit poulailler industriel. Mais non, c'est des poulaillers. Comme les élevages, on dit ça y est, c'est la ferme des 1000 vaches, c'est 4000 vaches. D'abord, il n'y a jamais eu 1000 vaches, jamais 4000 non plus. Non. Et un grand bâtiment, c'est pas forcément dit industriel. Et industriel, c'est pas un gros mot. Le poulet, vous n'allez pas le manger comme ça, plumé, etc. Il faut quand même le transformer dans une entreprise qui s'appelle une industrie pour le mettre en barquette. Vous achetez pas toujours un poulet entier, vous achetez des filets, vous achetez des cuisses, vous achetez des gésiers. Il faut donc une usine pour le transformer. Et ça s'appelle une industrie. Donc il y a une espèce de bruit de fond malsain qui fait trop de caricatures. Oui, trop de caricatures avec des décisions, je le disais. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais la fameuse A69 qui est arrêtée pour des questions environnementales aussi. On n'est pas là pour juger en fait sur le fond, pour ou contre cette autoroute, mais on se dit que des projets structurants peuvent être remis en question aujourd'hui sur tout le territoire, quoi. Oui, évidemment. Et puis, alors les gens qui contestent ces projets de désenclavement ne connaissent pas toute la difficulté de se déplacer et d'aller travailler tous les matins, matin et soir déplacement. Il y a un vrai besoin de désenclavement à cet endroit. Mais plus globalement, tous ces groupuscules qui détruisent tout ce qui est outils de production ou de transformation ou d'aménagement, etc., nuisent à l'économie de notre pays. On va fabriquer un pays de chômeurs. De chômeurs consommateurs, si on n'a plus d'industrie, si on n'a plus d'activité économique, alors que d'autres pays foncent, performent, parce que l'alimentation est en augmentation de demande à l'échelle de la planète, la France, pourquoi en France nous avons un déni de cette réalité? Venons-en à votre sujet aujourd'hui, ce sont les entreprises de charcutiers traiteurs. Il y a une menace aujourd'hui que 30% des entreprises représentées soient en difficulté car elles n'arrivent pas, c'est ça, à faire face aux exigences des distributeurs? C'est une étude de la Banque de France qui est parue en octobre 2024 et qui fait le résultat sur l'exercice 2023. 33% des entreprises étaient en négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des augmentations de charges très importantes. Alors le prix du porc a augmenté, c'est très bien pour les producteurs qui se refont une santé après des années difficiles. 45% d'augmentation sur l'électricité, 13% sur le travail, 20% sur les emballages, bref, des hausses partout. Et les distributeurs aujourd'hui dans les box osent demander des diminutions de prix. -2, -3, -4, jusqu'à -6%. Et ça vous met en difficulté?
Si les entreprises n'arrivent pas à passer des hausses sur leurs propres coûts, effectivement qu'elles continueront à être dans le rouge. Et Dominique Chargé tout à l'heure parlait de souveraineté alimentaire. Pour produire et transformer en France, il faut à la fois des producteurs, mais aussi des transformateurs. On a besoin d'une chaîne alimentaire où chacun gagne sa vie. Oui, et puis quand je regarde votre carte des principales spécialités charcutières sur toute la France, c'est partout. Le jambon de Bayonne, de Bigorre, le chorizo en fait en allant vers Perpignan, l'andouille de Guémené en Bretagne. Enfin, partout, il y a évidemment tous ces produits et des entreprises qui pourraient être en difficulté, quoi. Et qui structurent en même temps le pays. Bien sûr, c'est 400 entreprises en France, 32 000 emplois, 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 1 milliard quasi d'exportation. Donc c'est une filière qui est nécessaire, indispensable. 75% des porcs que nous produisons vont vers la charcuterie. Les Français plébiscitent la charcuterie, les planches apéritives, les raclettes, etc. On dit souvent que la France est un très grand plateau de fromage. C'est aussi un très grand plateau de charcuterie. Et c'est des traditions. Alors aujourd'hui, ce sont des industries qui le font à grande échelle pour la restauration hors domicile, pour la distribution. Mais ce sont des recettes artisanales. Si je vous parle du pâté Picard ou si je vous parle du jambon de Bigorre, c'est pas du tout la même chose. Mais derrière, il y a des producteurs, il y a des emplois et c'est pour ça qu'il faut les soutenir. Qu'est-ce qui peut se passer là? Parce qu'il y avait une date butoir là, non? Oui, il y a toujours la date du butoir du 1er mars. Bah oui, c'est-à-dire que ça y est, nous y sommes. Certaines de mes entreprises n'ont rien signé du tout. Nous, dans notre fédération, nous avons 96% de TPE-PME, des très petites entreprises, le plus souvent familiales, reprises le plus souvent par des enfants des chefs d'entreprise. Donc c'est quelque chose qu'il faut maintenir. Mais le fait de ne pas pouvoir passer les hausses dont nous avons besoin aujourd'hui, quand je vous parlais des hausses qu'est-ce qui peut se passer pour ces entreprises? Elles feront un deuxième exercice déficitaire et vous savez très bien qu'au bout deux exercices déficitaires... Mais qui fait pression sur les distributeurs? C'est les distributeurs eux-mêmes qui font pression sur les industriels. Mais l'État ne peut pas intervenir? L'État a donné, Mme Louvagie et Mme Genevard ont été très fermes lors du comité de suivi des relations commerciales. Mais les distributeurs, pour certains d'entre eux, n'en font qu'à leur tête. Beaucoup exercent encore des pressions, installent des plateformes de négociation à l'étranger pour contourner les lois françaises. C'est aussi pour ça qu'à Bruxelles, je me suis battue pour qu'il y ait des textes qui évoluent pour encadrer ces négociations transfrontalières qui sont un scandale total. On marche un peu sur la tête parce qu'il y a eu cette opération de communication des distributeurs cette semaine avec Karine Le Marchand pour aider. Et sur le papier, évidemment, c'est une bonne idée, les petits producteurs en difficulté, mais d'un autre côté, les distributeurs, eux, n'aident pas toutes les filières, quoi. Du tout, alors. Peut-être l'amour est dans le pré, mais l'amour n'est pas dans les box, je peux vous le dire. Dans les box de négociation, c'est pas l'amour loin s'en faut, c'est une tension incroyable. Chaque année, il y a des moments de plus en plus difficiles et beaucoup d'industriels me disent ça n'a jamais été aussi difficile que cette année. Décidément, dans tous les secteurs, c'est un peu la même chose. Et j'ai demandé à Mme Louvagie de faire des contrôles dès dimanche matin pour vérifier effectivement que tout a été signé et pour aussi faire un état des lieux sur ce qui a été concédé. Un mot sur le Nutri-Score. Il a été retoqué par l'Europe, c'est ça? Oui, il était très contesté. Alors Nutri-Score, on voit, c'est les lettres A, B, C, D en fait sur les produits. On est un petit peu perdu, à vrai dire, quand on regarde. Oui, et d'ailleurs tous les sondages montrent que les Français ne comprennent pas. Moi, je vais vous donner un exemple. La saucisse de Morteau, chère à Madame la Ministre, elle est classée E en Nutri-Score. Mais si vous mangez lentilles saucisses, que vous mangez le plus souvent, c'est classé A. Donc nous avions préconisé un Nutri-Score recette et non pas un Nutri-Score produit. Mais si Bruxelles le retoque, c'est quand même qu'ils ne veulent pas s'empêtrer dans un dispositif qui en France ne produit pas de résultats et que tous les autres pays ont testé. Oui, parce que c'est vrai que vous pouvez avoir des produits qui sont classés en D, en E, etc. Mais c'est la quantité que vous mangez qui fait la différence. On mange jamais 100 grammes de beurre d'un coup. Non, enfin si, moi je suis breton, mais bon, voilà, ça c'est autre chose. Merci beaucoup en tout cas Christiane Lambert d'être passée ce matin au micro de Sud Radio, ici en direct du Salon d'agriculture, du stand de la coopération agricole. Dans un instant, c'est le secrétaire général de la FNSEA sur toute la question des pesticides aussi qui sera avec nous. Et puis tout à l'heure, invité politique et pour parler des questions agricoles, mais pas que, Marion Maréchal dans un quart d'heure qui sera avec nous. En direct du Salon international de l'agriculture depuis le stand de la coopération agricole. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face ici en direct du Salon de l'agriculture, pavillon 4 au stand de la coopération agricole. Nous y étions dès dimanche matin avec Jean-Marie Bordry. Nous avons poursuivi avec un grand débat cette semaine. Puis tout à l'heure de la matinale, Jean-Jacques Bourdin. Alexis Poulain sera également là tout à l'heure entre midi et 14h, ainsi que Vincent Ferniaud pour la gastronomie, pour bien manger tout à l'heure.
heure. Enfin non, il sera là dimanche. Avant cela, dans quelques minutes, je vais recevoir aussi, puisqu'on a reçu beaucoup d'invités politiques, Marion Maréchal, qui va nous donner aussi sa vision de l'agriculture. C'est intéressant d'entendre en fait l'ensemble des politiques nous donner leur vision. Avant cela aussi, on va parler des pesticides avec Hervé Lapie, qui est secrétaire général de la FNSEA. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, notamment sur les fameuses néonicotinoïdes, parce que c'est toujours un peu compliqué à dire, les néonicotinoïdes. Bon, alors on sait, c'est un pesticide particulier qu'on utilisait notamment dans la betterave, la noisette. Le Sénat est revenu dessus, c'est ça, parce qu'il y avait l'interdiction qui était en cours? Il y a un objectif en fait de redonner les moyens de production identiques en Europe avec des interdictions franco-françaises et notamment sur quelques molécules, et donc le Sénat a porté un projet de loi sur les contraintes à l'agriculture pour essayer de retrouver une harmonisation européenne pour que nos collègues français et européens soient sur la même ligne en fait sur les défenses et les moyens de production. Donc c'est un enjeu important pour nous. Bah oui, le Sénat, et je vois le président du Sénat qui passe. Tiens, Gérard Larcher en fait à l'instant. Gérard Larcher, justement, c'est le Sénat qui est revenu en fait dessus, Hervé Lapie, qui vous a permis de remettre en fait ce dossier sur la table, parce que ça mettait en difficulté beaucoup d'agriculteurs. En fait, ça met en difficulté des agriculteurs, ça met en difficulté des filières. Aujourd'hui, on a une filière noisette qui est en difficulté. On a la filière betterave qui peut être en difficulté, on a la filière cerise qui est beaucoup en difficulté. Et l'idée, c'est de donner les moyens de production en attendant d'avoir les alternatives aux produits de santé végétale. Oui. Et je crois qu'on utilise un mot qui est parfois galvaudé, mais l'utilisation des produits phytosanitaires, c'est aussi pour protéger les plantes. Et quand on protège les plantes, aussi on protège la santé du consommateur. Parce que parce que dès qu'on dit phytosanitaire, on se dit oh là là, danger pour notre santé, on en mange trop, on va avoir le cancer. Je caricature, mais à peine. C'est beaucoup le discours dans le grand public, en tout cas, que certains veulent prodiguer, bien sûr, et échanger, alors que vous dites non. On ne nie pas l'impact des produits phytosanitaires sur la santé, sur l'environnement. Ce qu'on dit, nous, aujourd'hui, c'est que si un produit il est dangereux pour la santé et pour l'environnement, il faut réfléchir à son interdiction. Et ce qu'on a déjà fait depuis une dizaine d'années en interdisant pratiquement 90% des produits phytosanitaires les plus dangereux. Ce qui nous intéresse, nous, la profession agricole, c'est d'accompagner les alternatives. Je suis moi-même président d'une association qui s'appelle le Contrat de solutions pour des transitions sur les produits phytosanitaires. On a 45 partenaires aujourd'hui autour de la recherche, de l'innovation, de la robotique, du numérique, des outils de la décision, de la génétique, pour trouver des solutions en fait aux alternatives aux produits phytosanitaires. Il y en a qui, vous voyez des solutions effectivement à moyen terme là, oui, il y a des solutions. Aujourd'hui, on a validé plus de 120 fiches dans le contrat de solutions où on a des alternatives. Par exemple, une culture de colza associée avec une févrole, vous mettrez moins d'azote pour fertiliser votre colza, et en plus la févrole va piéger des insectes ravageurs qui vont être on n'aura pas besoin d'intervenir sur un produit phytosanitaire insecticide pour protéger le colza, notamment de certains ravageurs. Donc il y a des avancées, et il faut faire prendre conscience aux citoyens que les agriculteurs ne sont pas addicts aux phytosanitaires. Moins on en utilise, mieux on se porte, parce que pour notre santé, nous sommes les premiers concernés sur la protection de l'utilisateur, et pour notre revenu, c'est aussi des enjeux de charge importantes. Mais par contre, quand vous avez la punaise diabolique qui pique la noisette et que 40% de votre production, on ne peut pas la commercialiser parce qu'elle est impropre à la consommation, et ce n'est pas tenable. Et donc l'idée, c'est d'avoir des moyens de recherche et innovation en attendant de supprimer certaines molécules. Même chose, vous disiez sur les cerises également qui étaient concernées. Oui, sur la cerise, on a un insecte, la Drosophile suzuki, aujourd'hui, qui attaque nos cerisiers, et donc on est en train d'arracher en masse des cerisiers en France, et on importe aussi bien de la noisette turque que de la cerise turque. Où là, il n'y a pas de mesure. En fait, il y a des molécules qui sont utilisées chez eux et qui sont interdites chez nous. Donc le consommateur. C'est tout le paradoxe qu'on évoque déjà depuis ce matin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas consommer nos noisettes françaises parce qu'on ne peut pas les protéger, ou évidemment des cerises, mais alors on va aller chercher à l'étranger ces noisettes et cerises comme d'autres produits, bien sûr, où il n'y aura pas les mêmes contrôles. En fait, l'idée pour la cerise, c'est qu'on a des solutions sur la cerise qui sont des filets. Des filets pour protéger les cerisiers. Et donc un hectare de cerisier protégé avec des filets, c'est un investissement énorme. Et donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on accompagne les investissements des agriculteurs pour trouver les alternatives. Et donc si c'est 100 000 € de l'hectare qu'il faut investir, il y a un moment donné, il faut un appui soit du Conseil
conseils régionaux, soit des filières pour accompagner les agriculteurs dans les transitions. Et je suis moi-même agriculteur, je suis installé depuis 1992, j'ai réduit de 45% l'utilisation des produits phytosanitaires. Oui, par rapport aux années 70-80, avec c'était la plupart des conseillers de l'agriculture, c'était pas les paysans eux-mêmes qui voulaient utiliser ces phytosanitaires. C'était en fait l'ensemble des conseillers pour avoir une agriculture hyper compétitive et numéro 1 mondiale, quoi. C'était ça aussi, non? Oui, c'était ça, mais en fait, nous, je vous le dis, les agriculteurs, moi, on en utilise, mais on se porte. Après, par contre, quand vous êtes producteur de céréales, comme je peux l'être aussi, je suis éleveur de porc. Et à un moment donné, quand mes céréales ont de la fusariose, ont des mycotoxines à l'intérieur, la céréale est impropre à la consommation humaine, mais aussi à la consommation animale. Et quand j'ai des truies qui avortent parce que la céréale est composé avec des mycotoxines. Donc il y a un sujet de santé animale, santé humaine, et donc il faut qu'on arrive à partager des enjeux importants. Et je pense que la génétique est un levier très très important pour avoir des alternatives aussi aux produits phytosanitaires. Merci beaucoup Hervé Lapie, secrétaire général de la FNSEA, d'être venu au micro Sud Radio dans La Vérité en face, ici en direct du Salon d'Agriculture. J'adore les cerises, comme j'adore les noisettes, les noix. Tiens, il n'y a pas si longtemps, on m'avait envoyé des noix du Périgord, c'est excellent. Allez, dans un instant, on va parler politique, mais politique avec un regard sur l'agriculture. Marion Maréchal, quelle est sa vision de l'agriculture? Je vais lui poser la question puisqu'elle est mon invitée jusqu'à 10h. 10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face, ici en direct du Salon d'Agriculture, donc sur le stand de la coopération agricole. On a beaucoup parlé d'agriculture, d'A69 avec cette décision qui a été rendue hier par la justice, le tribunal administratif qui stoppe. Donc l'A69, tout est gelé, il y a à peu près 1000 salariés qui étaient engagés, il y a eu 300 millions d'euros de dépensés. L'État, je le disais, a déclaré ça d'utilité publique. La rapporteuse publique a dit hier que c'était d'utilité publique mais pas majeure. Donc donc pour l'instant c'est en stand-by, l'État a fait appel. On va peut-être en parler d'ailleurs dans un instant avec Marion Maréchal qui est mon invité. Bonjour. Bonjour. Ici député évidemment au Parlement européen, et puis vous faites le tour des stands un peu comme tous les politiques. C'est un passage obligatoire, le salon d'agriculture, Marion Maréchal? C'est avant tout un plaisir. Et une nécessité, parce que c'est un moment où on a l'occasion de rencontrer de très nombreux acteurs dans de très nombreuses filières, et donc d'avoir un concentré de témoignages qui peuvent nous éclairer aussi sur la prise de décision publique et nos propres positions. Mais c'est pas une première fois pour moi, ça fait des années que je fais le salon de l'agriculture. Donc vous ne prenez pas de petit déjeuner avant de venir, hein, c'est ça? Non, parce que je sais que voilà, les stands vont être nombreux, les occasions de manger de la charcuterie, du fromage et autres joyeusetés vont être aussi nombreuses, donc voilà, je me garde de la place. Oui. On va revenir sur toutes les questions agricoles et sur votre position, parce que j'aimerais bien l'entendre. Mais je sais, j'ai vu hier que vous avez réagi déjà sur les réseaux sociaux à la petite phrase prononcée par Rima Hassan, qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, évidemment hier, sur le Hamas légitime au regard du droit international. Hein, c'est ce qu'elle a dit. Hein, je schématise, mais pour revenir sur cette phrase, vous avez réagi en condamnant, mais pas seulement en fait. Non, mais vous ne schématisez pas. Elle a dit texto que en réalité les actes. Non, mais parce que l'interview a été d'un quart d'heure. Bien sûr, mais que les actes de l'organisation islamiste, donc du Hamas, s'inscrivaient dans le cadre du droit international. Donc elle nous explique que les actes barbares qui ont été commis à l'occasion du 7 octobre sur des civils, sur des femmes, sur des enfants, qui ont abouti aux morts même de très jeunes enfants, à la mort de très jeunes enfants, sont des actes à certains égards tout à fait légitimes. Et je rappelle que le Hamas est une organisation islamiste qui veut évidemment la disparition de l'État Israël, mais qui a des ramifications partout en Europe et notamment en France. Hein. C'est une organisation lié aux frères musulmans, qui a pour projet, je le rappelle, quand même public, et assumer la conquête islamique de l'Occident. Et je rappelle aussi qu'à la suite des attentats du 7 octobre, l'un des grands chefs du Hamas depuis le Qatar a appelé à une attaque générale contre les mécréants, et cela a abouti au meurtre d'un professeur par un islamiste en France. Donc aujourd'hui, cette organisation, elle menace jusqu'à l'intégrité et à la sécurité de nos propres compatriotes. Et donc ce type de déclaration, pour moi, est un acte d'hostilité, pas seulement évidemment à l'égard d'Israël, mais aussi à l'égard de la France. Et c'est pourquoi, à l'issue de cette déclaration, qui ne fait que je veux dire, s'ajouter à de très nombreuses précédentes... Qui va dans le sens de ce qu'elle dit depuis des mois et des mois, hein, où elle prend la défense des territoires palestiniens et alors des populations, on peut comprendre. Bien sûr. Non, mais Rima Hassan est une femme qui a été élue au Parlement européen. Elle est censée être une élue française au service des Français. Moi, je vous le dis, je siège avec elle au Parlement européen, je siège avec elle dans la même commission. Ouais. Jamais en 6 mois de mandat, je ne l'ai entendu parler d'autre chose, que ce soit en séance plénière ou en commission,
population que de Gaza. Voilà. À aucun moment, elle ne s'est sentie concernée par des sujets franco-français et par la défense des Français. Donc moi, je pose la question. Rima Hassan a obtenu la nationalité par naturalisation en 2010. Oui. Je considère aujourd'hui que cette naturalisation est indue. Voilà. Et je considère que Rima Hassan, en défendant des organisations terroristes islamistes qui menacent jusqu'à la France, porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et qu'à ce titre, elle devrait se voir déchoir de la nationalité française. C'est une question. Pourquoi ? Parce qu'elle peut exprimer un avis, mais vous estimez qu'elle va trop loin. Elle est dans une logique d'apologie du terrorisme et de défense, une fois de plus, d'une organisation terroriste qui a frappé jusqu'en France par ses ramifications françaises. Donc à ce titre, je considère qu'en effet, elle ne mérite pas cette nationalité française et que se faire respecter et redonner de la valeur à cette nationalité, c'est donc l'en déchoir. Oui, déchoir de la nationalité, donc Rima Hassan, pour vous, c'est ce que doivent demander et engager les pouvoirs publics, le gouvernement aujourd'hui. De fait aujourd'hui, il y a des mécanismes pour déchoir de la nationalité française, alors qu'ils sont contraints évidemment dans le temps, avec un certain nombre de conditions. D'ailleurs, peut-être pouvons-nous poser la question de l'élargissement de ce périmètre de déchéance de la nationalité. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, de fait, Rima Hassan, par sa position, de fait, n'est pas une Française qui défend les intérêts de la France. Voilà, c'est un agent de l'étranger, c'est une femme qui utilise cette nationalité, qui utilise son mandat pour défendre des causes qui ne sont pas la cause française. Et je pense qu'une très grande majorité de Français et de Françaises pensent cela. Ils sont alignés avec ça et ont envie de faire en sorte que leur nationalité soit respectée. Et sur la forme, Marion Maréchal, que pensez-vous ? Est-ce qu'il fallait l'inviter ? C'est la question que nous nous sommes posée nous-mêmes à Sud Radio. Bien sûr, est-ce que l'on peut inviter Rima Hassan, qui on sait déjà depuis des mois a des propos qui peuvent être contestables au regard de la République française. Parce que certains nous ont reproché de l'avoir invitée. C'est une élue française. Mais bien sûr qu'il faut l'inviter. Il faut l'inviter pour une raison simple, faire ce que vous avez fait à Sud Radio, c'est-à-dire révéler la pensée profonde de cette femme. C'est elle, voilà, c'est pas nous. Par ailleurs, mais en lui posant simplement des questions. Montrer qui elle est vraiment et ce qu'elle défend vraiment. Et derrière, évidemment, des propos qui se veulent très juridiques, très respectables, démontrer en réalité qu'elle est totalement alignée aujourd'hui sur la position qui est celle de cette organisation terroriste et islamiste et qu'en rien elle ne se sent une fois plus concernée par la sécurité des Français. Parce qu'on pourrait parler de ses positions sur le Hamas, mais on pourrait parler de ses positions plus généralement, y compris de son parti, dans le cadre des relations par exemple avec l'Algérie. Voilà, ce sont des personnalités qui se positionnent toujours contre les intérêts français et pour des pays comme l'Algérie qui est aujourd'hui très hostile vis-à-vis de nous. Oui, Marion Maréchal, d'un mot justement sur l'Algérie avant de venir à l'agriculture française. D'un mot, vous soutenez l'initiative quand même du gouvernement de François Bayrou qui dit on va demander à réexaminer la totalité des accords de 68. Je la trouve timorée, je la trouve tardive. Voilà, quand on sait aujourd'hui que 74% des Français sont pour la suspension des visas, quand on sait qu'aujourd'hui l'Algérie, je le dis clairement, a du sang sur les mains en refusant de reprendre 14 fois ce clandestin algérien qui avait déjà été accusé d'apologie du terrorisme et qui a frappé à Mulhouse et qui a tué des Français, tout ça s'inscrivant dans une très nombreuses provocations diverses et variées. On se souvient de l'affaire évidemment des influenceurs algériens, on se souvient notamment de l'affaire de Air Algérie. Je considère qu'aujourd'hui l'Algérie ne veut pas négocier. D'ailleurs, voyez la réponse qu'ils ont faite à l'issue de ça. Fin de non-recevoir du pouvoir algérien. Ils ne veulent pas négocier pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui la France est pour le gouvernement algérien le bouc émissaire facile qui permet de cacher tous leurs échecs. Et que depuis maintenant un certain nombre d'années, ils sont dans une logique de rupture. Prenez d'ailleurs la question agricole, c'est très intéressant. Sachez que en 2024, les exportations agricoles françaises en Algérie ont baissé de 73%. Parce que l'Algérie est en train de se détourner évidemment des exportations françaises pour en l'occurrence sur le blé se tourner vers la Russie. Donc ils sont de toute façon dans une logique de rupture. Donc ce n'est pas mais il ne faut pas aller jusqu'à la rupture en faisant des atermoiements avec l'Algérie. Vous êtes pour aller jusqu'à la rupture avec le nombre de millions de personnes concernées par l'Algérie d'une manière ou d'une autre sur le territoire français. Je suis pour se faire respecter et je suis pour le rapport de force. Et je crois qu'aujourd'hui nous avons trop attendu, nous avons donné trop de gages, nous sommes trop complets dans une forme de repentance, d'autoflagellation en espérant que cela allait atténuer finalement les revendications des Algériens et ça a été exactement l'inverse. Donc je crois que maintenant il ne faut plus traîner et aller tout de suite vers une solution. Marion Maréchal, venons-en maintenant aux questions autour de l'agriculture. Donald Trump
Il montre ses muscles, vous dites rapport de force, alors lui il impose un rapport de force à l'Union européenne. Est-ce que vous soutenez sa démarche ou vous êtes contre sa démarche d'imposer des droits de douane aux produits français? Alors je vais vous répondre tout de suite sur Donald Trump et avant permettez-moi de réagir à une chose que j'ai vue cette semaine au Salon de l'Agriculture et qui m'a beaucoup interpellée pour ne pas dire sidérée. C'est la déclaration de Marine Tondelier, écologiste de son état, qui se plaignait que les Verts étaient considérés comme les victimes de préjugés de la part des agriculteurs et qu'ils étaient aujourd'hui les boucs émissaires finalement des agriculteurs. C'est extraordinaire, c'est vraiment le bourreau qui se fait passer pour la victime en réalité. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui les agriculteurs sont les fossoyeurs de l'agriculture française, que les éleveurs, que les Verts sont les fossoyeurs de l'agriculture française. Parce que les agriculteurs fossoyeurs, vous alliez rejoindre peut-être les arguments bien sûr de que les Verts sont les fossoyeurs de l'agriculture française, qu'ils ont des méthodes de voyous, je le rappelle quand même en soutenant des éco-terroristes comme les soulèvements de la terre. On se souvient que dans l'affaire Sainte-Soline des Grandes Bassines, où les gendarmes étaient violentés, des élus verts étaient présents. Eux disent qu'ils défendent l'environnement, notre planète. Mais excusez-moi, ils veulent tout interdire, toutes les solutions qui permettent aujourd'hui de produire, c'est-à-dire qu'il s'agisse de l'entretien des haies, qu'il s'agisse de l'accès aux produits phytosanitaires, qu'il s'agisse de leur défense inconsidérée du Green Deal, c'est-à-dire du pacte vert qui se décline sous la stratégie Farm to Fork dont on a beaucoup parlé, avec des objectifs complètement délirants. Ils sont aujourd'hui grandement responsables de la situation des agriculteurs français. Et quand j'entends Marine Tondelier venir se plaindre sur le salon qu'aujourd'hui ils sont victimes de préjugés de la part du monde agricole et qu'ils sont les boucs émissaires aujourd'hui de ces agriculteurs, je trouve que c'est extrêmement fort de café. Voilà. Donc je voulais réagir à cela pour rappeler quand même aujourd'hui où sont les responsabilités. Je rappelle que d'ailleurs ces Verts se sont là encore opposés. Les écologistes et les Verts ne sont pas responsables de tous les maux de l'agriculture. Pas tous, mais une grande partie. Quand je les vois d'ailleurs encore aujourd'hui s'opposer à la nouvelle loi d'orientation agricole qui est en cours, alors que cette loi pose un certain nombre de jalons positifs pour l'agriculture, je vois qu'en réalité ils n'ont pas changé de logiciel. Bon, dites-moi sur Donald Trump alors. Vous soutenez plutôt Donald Trump, sa politique. Est-ce que vous la soutenez sur l'agriculture? Donald Trump est un Américain et c'est un président américain qui défend les intérêts des États-Unis. À ce titre, je ne peux pas lui reprocher de défendre les intérêts des États-Unis et l'agriculture américaine. Moi, je suis une Française et une Européenne qui a vocation à défendre les intérêts de la France et des Européens. Donc il est évident que lorsqu'il agite le risque d'un durcissement des conditions commerciales, ça ne me fait pas plaisir puisque c'est une difficulté supplémentaire qui est potentiellement mise, bien sûr, sur la tête de nos producteurs. Bien sûr, dans tous les secteurs, mais notamment les agriculteurs. Notamment, évidemment. Maintenant, plutôt que de se plaindre de ce que nous ne maîtrisons pas, à savoir en l'occurrence la position commerciale de Donald Trump, donnons-nous les moyens d'affronter ce rapport de force commerciale. Quand on sait qu'aujourd'hui en France, produire coûte 20% plus cher que dans le reste de l'Union européenne, quand on sait que l'Union européenne met en place un certain nombre de normes extrêmement coûteuses qui nous handicapent finalement dans cette logique de compétitivité, quand on sait qu'aujourd'hui, à travers le Mercosur et peut-être demain l'adhésion de l'Ukraine, on fragilise encore davantage ces filières agricoles par une concurrence déloyale en laissant venir sur le sol européen des produits qui ne respectent pas les mêmes normes phytosanitaires que nous, on voit bien que tous ces éléments cumulés nous rendent moins compétitifs et donc nous rendent moins aptes à affronter ce rapport de force. Au Mercosur, vous êtes contre? Non, parce qu'il y a certains producteurs qui vendent et qui se disent ce sont aussi des marchés potentiels, y compris dans le secteur de l'agriculture. Je vais vous dire, en réalité, en France, il y en a quand même assez peu qui tiennent ce discours, puisque même quand on entend aujourd'hui les représentants de la filière viticole, ils admettent eux-mêmes que le bénéfice relativement d'ailleurs réduit pour la viticulture n'en vaut pas la chandelle relativement à l'ensemble des handicaps qui seront ceux de l'agriculture dans sa globalité, en particulier bien sûr pour les éleveurs. Je ne vais pas vous apprendre que rien qu'au Brésil, il y a près de 52 produits phytosanitaires qui sont utilisés et qui sont interdits en Europe. Par ailleurs, c'est toujours la même chose. On peut aujourd'hui s'autoriser des accords bilatéraux sur certains secteurs, certains domaines. Sachez par exemple que sur le soja, nous avons déjà un accord de libre-échange. On nous parle beaucoup de la contrepartie des métaux rares, mais la France a aussi un accord bilatéral avec le Chili sur les métaux rares qui lui permet d'avoir accès à ces métaux. Donc d'être dans cette logique systématique d'un accord global qui aboutisse à la remise en cause de tous les droits de douane et taxes d'importation sur l'ensemble des secteurs,
me semble être une approche dangereuse, non seulement économiquement, mais aussi pour la santé. Parce qu'une fois de plus, si des produits sont dangereux en Europe et pour la santé des Européens, alors dans ce cas-là, on devrait considérer qu'ils sont aussi dangereux quand ils viennent du Brésil. Merci Marion Merci Maréchal, députée au Parlement européen, qui est venue répondre à toutes les questions, y compris donc bien sûr sur l'agriculture, Donald Trump, mais aussi les autres questions liées à l'actualité. Je vous laisse aller déguster sur les différents stands du Salon de l'agriculture. Vous passez la journée dans la matinée ? Tout à fait, la journée. Jusqu'à ce soir. La journée. Vous Le allez marathon commence. déjeuner et dîner ici. N'abusez pas, évidemment. Merci. En Bonne tout cas, journée. nous étions sur le stand de la coopération agricole, ici au Salon de l'agriculture. Nous allons poursuivre, bien sûr, tout à l'heure, entre midi et 14h, avec beaucoup d'invités, encore une fois, avec Alexis Poulain, qui sera là tout à l'heure, sur Sud Radio.